La photographie, reconnue en tant qu'art, fait partie intégrante de notre vie quotidienne. Depuis plusieurs années, les professionnels du métier font face à des changements importants liés à la diffusion des nouvelles technologies numériques. Cette révolution numérique est auteur du désordre qui règne dans les cérémonies où tout le monde se prend pour un photographe sans jamais respecter ni les canons ou la discipline professionnelle. Aujourd'hui, la photographie à l'heure du numérique, ça pose des difficultés, ça nous donne des difficultés, nous, en tant que photographes professionnels. Parce qu'avec l'avènement des Android et tout, des appareils photo, qui sont aussi des fois professionnels, ça fait que les clients, aujourd'hui, ça donne à prendre des photos avec leur portable et tout. Donc, sur ce, ça pose un peu de problème. Tu peux aller pour faire des reportages. Prenons le cas du mariage maintenant. Au moment de la prise de vue, il y a certaines personnes qui nous perturbent avec leur téléphone portable, soit disant qu'ils ont des caméras, des téléphones de haute gamme avec des caméras un peu sophistiquées, quoi. Il n'y a pas de match entre l'appareil et portable qui possède des caméras, soit disant des caméras sophistiquées, avec l'appareil photo ou bien des caméras professionnelles. En ce jour du 19 août, où la photographie est en fête, les acteurs trouvent que c'est un moment privilégié pour mettre en lumière l'importance capitale de cet art qui capture notre histoire. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la photographie. Je profite de l'occasion pour saluer tous mes collègues photographes et puis leur encourager à continuer le travail. Et puis, par surcroît, je peux leur dire qu'ils n'ont qu'à conserver le professionnalisme, quoi. C'est ça qui est le plus important. Parce que c'est un métier qui nous donne beaucoup d'atouts, qui nous donne beaucoup d'opportunités. Naturellement, on doit compter sur les photographes. Et ceux qui ont appris le métier, ceux qui ont de l'envie et qui ont fait des formations vraiment professionnelles, aujourd'hui, on peut compter sur la photographie pour avancer aujourd'hui. Le thème de cette année, un photographe, une image, reflète cette idée simple mais assez profonde qui vient confirmer le fait que chaque photographe vit une histoire et un but. Avec une profondeur de 16,60 mètres, le port de Lomé est le seul port en eau profonde de la côte ouest africaine pouvant accueillir des navires de troisième génération. Après avoir franchi le cap du million DVP en 2018, le terminal à conteneurs de Lomé continue de confirmer sa pole position et bénéficie de plusieurs avantages sur ses concurrents directs que sont Abidjan, Cotonou ou encore Dakar. En effet, selon le classement 2024 des 100 premiers ports mondiaux publié le 12 août dernier par la revue londonienne Lloyd's List spécialisée dans la logistique et le commerce maritime, le port de Lomé occupe pour la 4e fois consécutive le premier rang des ports à conteneurs en Afrique de l'Ouest et en Afrique subsaharienne avec un trafic de 1,91 million DVP. Cette performance place le port autonome de Lomé au 5e rang en Afrique après les ports de Tanger Med au Maroc, Saïd en Égypte, Durban en Afrique du Sud et Damietta en Égypte. Les sapeurs-pompiers de Lomé tirent la sonnette d'alarme face à une situation qui devient de plus en plus préoccupante. Le manque de civisme observé lors de leurs interventions d'urgence. Ce jeudi, le lieutenant-colonel Yao Assagbe, chef-corps des pompiers, a dénoncé des comportements inappropriés qui compliquent les opérations de sauvetage et mettent des vies en danger. L'un des problèmes majeurs signalés est le manque de réactivité. En effet, de nombreux témoins privilégient la capture d'images ou de vidéos qu'ils partagent sur les réseaux sociaux au lieu de contacter immédiatement les services d'urgence. Cette habitude, que le lieutenant-colonel qualifie d'irresponsable, peut s'avérer fatale. Chaque seconde compte lors des interventions d'urgence et ces retards sont souvent cruciaux, a-t-il averti. Par ailleurs, une autre difficulté récurrente est l'obstruction des routes par des automobilistes qui ignorent les sirènes des véhicules de secours. Il arrive fréquemment que nos véhicules soient bloqués en route vers les lieux des incidents malgré les signaux sonores et lumineux que nous activons, a déploré le lieutenant-colonel Assagbe. Face à cette situation, les pompiers appellent les citoyens à faire preuve de plus de responsabilité et de civisme.
Il est essentiel selon eux de signaler rapidement les incidents aux services compétents et de libérer les voies de circulation dès qu'une sirène d'urgence retentit. Alors qu'ils appellent à plus de civisme et de coopération citoyenne, il est également légitime de s'interroger sur l'efficacité de leur propre procédure d'intervention. La sensibilisation du public est essentielle, mais elle doit s'accompagner d'une réflexion interne sur l'optimisation des stratégies de réponse aux urgences, car la sécurité publique repose autant sur le civisme que sur la capacité des services d'urgence à s'adapter et à répondre efficacement aux défis. Au Mali, c'est une question toujours sans réponse. Quand seront organisées les prochaines élections présidentielles? 4 ans après son arrivée au pouvoir par un coup d'État, le régime de Bamako n'a pas de calendrier électoral. La période de transition officielle, achevée le 26 mars dernier, a fait entrer le pays dans un flou constitutionnel. Mais pour les autorités, la priorité n'est pas là. Le gouvernement le répète, le Mali doit d'abord assurer sa stabilité. Une étape qui passe notamment par une diplomatie de rupture, sujet sur lequel les soutiens au régime posent un bilan positif. Au niveau des Nations Unies, nos ministres des Affaires étrangères n'ont pas besoin d'aller s'asseoir derrière pour parler. Maintenant, ils parlent en notre propre nom. Et maintenant, au-delà de ça, nous pouvons signer des partenariats avec des pays que nous voulons. Si c'est la Chine ou la Corée ou je sais pas, les États-Unis, la France, si on veut bien sûr. Des partenariats, notamment avec la Russie, dans le domaine militaire. Cette 4e année de transition est celle du retour des forces armées maliennes dans le nord du pays. Le fragile accord d'Alger, signé en 2015, qui devait ramener la paix entre l'État et les groupes indépendantistes, a volé en éclats. Fief historique des rebelles, Kidal, la cité du Nord, a été reprise par les forces armées maliennes. Le gouvernement s'en félicite. Il y a des parties du territoire où nous ne pouvons pas aller. Aujourd'hui, il n'y a aucune partie du territoire où nous ne pouvons pas aller. Maintenant, quand nous tombons dans des embuscades, il y a certains qui s'en réjouissent à peine. Et pour l'instant, dans les grandes lignes, les Maliens sont satisfaits. Des Maliens satisfaits sur le plan militaire, mais qu'en est-il du quotidien des habitants? Le pays fait face à une crise énergétique et des pénuries d'eau importantes. Quand on prend aujourd'hui l'économie du pays, le pouvoir d'achat du Malien ne s'est pas amélioré, n'a pas augmenté. Au contraire, les charges des Maliens ont augmenté. Sur le plan énergétique, aujourd'hui, avant le début de cette transition, on ne connaissait pas le délestage à ce niveau. Le délestage est à un niveau jamais égalé. La dette des fournisseurs a augmenté. Un temps interdit, les partis politiques ont finalement été autorisés à reprendre leurs activités, non sans dénoncer de nombreuses pressions et menaces. Un bilan en mi-teinte pour les uns, un succès pour les autres. 4 ans après leur prise de pouvoir, les autorités militaires font toujours face à de nombreux défis. Le Nigeria multiplie les efforts afin d'empêcher l'exode massif de ses professionnels de santé vers d'autres pays dans le but d'exercer leur métier. Si j'ai la possibilité d'être dans un meilleur endroit où j'ai toutes les ressources disponibles pour répondre aux besoins de mes patients et que mon temps est vraiment apprécié et que je ne serai pas surchargé de travail, le nombre idéal de patients pour une infirmière, je la saisirai. Plus de 3000 infirmiers ont quitté le Nigeria à destination du Royaume-Uni rien que l'an dernier, et c'est 42 000 sur les 3 dernières années selon le Conseil des infirmiers. Et le déficit de personnel accentue la pression sur ceux qui restent au pays. L'année dernière, le gouvernement a rappelé au service les infirmiers et les médecins retraités afin de remédier à la situation. Les salaires ne sont pas proportionnels au travail que font les infirmiers. Les infirmiers ont le sentiment d'être plus respectés compte tenu du prestige souhaité ailleurs et le salaire est très élevé. Ils sont payés à l'heure. Le gouvernement a lancé une nouvelle initiative appelée Politique nationale sur la migration du personnel de santé. Selon le ministre nigérian de la Santé, Ali Paté, il s'agirait d'une stratégie globale visant à gérer et inverser la tendance migratoire des agents de santé en veillant à ce qu'ils soient correctement rémunérés et soutenus pour une prestation optimale.
Le salaire minimum dans le secteur a été rehaussé cette année, avec l'amélioration du budget de santé porté à 836 millions de dollars contre 735 millions l'an dernier et 519 millions en 2022. Des efforts salués par les experts de la santé. Si l'on accorde ce prestige aux infirmiers et que l'on augmente leur salaire, que l'environnement de travail s'améliore avec un infirmier pour 10 patients, ce sera mieux. Les patients pourront recevoir de meilleurs soins et les infirmiers seront satisfaits de leurs prestations de soins. L'augmentation du budget nigérian de la santé ne représente qu'environ 5%, soit 15% de moins que les prévisions pour une prospérité dans ce secteur dans chaque pays africain. Beaucoup estiment que le Nigeria a encore fort à faire pour contenir l'exode des agents de santé. Au Kenya, le ministère des Finances prévoit de réintroduire un certain nombre des mesures fiscales tirées du très controversé projet de loi de finances 2024 qui avait déclenché des manifestations meurtrières qui ont fait plus de 60 morts et poussé le président William Ruto à faire marche arrière face à la pression de la rue. Parmi ces mesures, une taxe écologique sur la plupart des produits qui n'étaient pas au cœur de la contestation. Les serviettes hygiéniques, par exemple, seront exemptées. À terme, cette taxe doit permettre de récolter plus d'1 milliard de dollars pour combler le déficit causé par le retrait du projet de loi, selon les autorités kenyanes. De plus, la mesure vise les produits considérés comme ayant un fort impact sur l'environnement. Le gouvernement prévoit également de collecter davantage d'impôts en prolongeant de 6 mois la période d'amnistie fiscale afin de permettre à un plus grand nombre de Kenyans de remplir leurs déclarations. Le ministère des Finances s'est engagé dans une course contre la montre pour mettre en place ces mesures fiscales d'ici le 30 septembre prochain. Déjà ravagé par la guerre et les inondations, le Soudan fait face à une crise sanitaire. Une épidémie de choléra a tué une vingtaine de personnes et en a infecté plus de 350 ces dernières semaines. Le choléra, une maladie très contagieuse, se transmet par l'ingestion d'eau ou d'aliments contaminés. Sans traitement, elle provoque des diarrhées sévères, pouvant être mortelles en quelques heures. Selon l'OMS, l'épidémie a débuté dans la province de Kassala avant de se propager à 5 autres provinces. L'organisation travaille avec les autorités soudanaises pour lancer une campagne de vaccination. Cette nouvelle épidémie s'ajoute aux nombreuses calamités frappant le Soudan, plongé dans la guerre civile depuis avril dernier. Le choléra n'est pas nouveau au Soudan. En 2017, une épidémie similaire avait fait 700 morts en moins de 2 mois. L'ancien président du Malawi, Peter Mutharika, sera candidat à la présidentielle de 2025. Dimanche, le Parti du Progrès démocratique, principal parti d'opposition, a officiellement soutenu sa candidature. L'ancien chef d'État, âgé de 84 ans, a dirigé le Malawi de 2014 à 2020. Durant cette période, il a supervisé l'amélioration des infrastructures et le ralentissement de l'inflation. Cependant, ses détracteurs l'ont accusé de corruption et de copinage. Dans son discours d'acceptation dimanche, il a promis de revitaliser une économie en crise marquée par une croissance faible et des pénuries de devises étrangères. Peter Mutharika a également annoncé la formation d'une alliance d'opposition avec l'UTM, le Mouvement pour la Transformation Unie, un parti dirigé auparavant par le défunt vice-président Solos Chilima, qui avait soutenu Lazarus Chakwera en 2020. Si cette alliance se concrétise, elle pourrait transformer radicalement le paysage politique. L'ancien président se prépare maintenant à affronter Lazarus Chakwera qui cherchera à obtenir un second mandat lors de l'élection présidentielle du 16 septembre 2025.